Bonjour, je ne suis pas médecin, juste un Français qui a pris le temps de la réflexion et qui est en colère. Je précise tout de même que j'ai fait des études supérieures poussées, que je vis en Asie depuis 30 ans et que je suis en contact régulier avec mes enfants qui vivent à Taïwan. Cette distance par rapport à la France, et en particulier les médias français, m'a fait comprendre beaucoup de choses que je tiens à vous faire partager. Contrairement à ce que semble penser la majorité de mes concitoyens, le gouvernement n'a pas bien géré cette crise du coronavirus. En fait, il l'a complètement bâclée et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, quelques chiffres accablants en date du 21 mars. 562 morts en France, contre 84 en Allemagne, 104 en Corée du Sud, 36 au Japon et 2 à Taïwan. Quant aux porteurs du virus, leur nombre réel est inconnu, mais on peut tout de même dire qu'il est très supérieur en France en comparaison des 3 pays asiatiques. Probablement 2 fois plus qu'en Corée du Sud, 10 fois plus qu'au Japon et presque 100 fois plus qu'à Taïwan, le plus petit pays des 3, dont la population est le tiers de la population française. Le chiffre des morts signifie que le système de santé français a failli. Le chiffre des porteurs du virus signifie que les autorités françaises n'ont pas su enrayer la progression de l'épidémie. Dans les 2 cas, pour notre pays qui se targue d'avoir le meilleur système de santé du monde, c'est un échec terrible. Pour comprendre pourquoi, il suffit de comparer ce que la science prévoit de faire avec ce que les Asiatiques et les Européens, notamment la France, ont fait. Je rappelle qu'en cas d'épidémie, le but est de confiner les sujets contagieux jusqu'à guérison spontanée ou découverte d'un remède, un vaccin dans le cas d'un virus. La difficulté, vous vous en doutez, c'est l'identification de ces sujets contagieux, et en particulier ceux qui sont asymptomatiques ou peu symptomatiques. Que prévoit la science ? En l'occurrence, un protocole accepté par l'immense majorité des épidémiologistes depuis près d'un siècle et codifié depuis par l'OMS. La première étape de ce protocole est la suivante. Si le virus apparaît pour la première fois sur le territoire national, il faut immédiatement confiner les clusters, c'est-à-dire les foyers d'infection. C'est ce que les Chinois ont fait à Wuhan, mais trop tard. Si le virus apparaît à l'étranger, il faut immédiatement mettre en quarantaine les arrivants en provenance du pays d'origine de l'infection. C'est ce que le Japon, la Corée et Taïwan ont fait dès le 10 février. C'est ce qui est fait partout lorsque les malades sont sur un navire. C'est ce que la France n'a pas fait, puisque à la date du 24 février, il y avait encore plus de 1000 passagers qui arrivaient de Chine à Roissy quotidiennement, sans mise en quarantaine. Quant à la frontière avec l'Italie, au 10 mars, il n'y avait aucun contrôle. Le confinement localisé et la fermeture des frontières dès le début de l'épidémie ont une importance primordiale. Un échec et tout le travail de dépistage que vous allez faire par la suite est inutile. La seconde étape du protocole dépend beaucoup du caractère symptomatique ou non des porteurs du virus et de la durée d'incubation. Au 26 février, plus de 1000 études avaient été publiées et recensées sur la base de données de l'OMS. Ce que l'on savait il y a donc bientôt un mois n'a pas vraiment changé. C'est ceci. Dans la majorité des cas identifiés, le Covid-19 provoque des symptômes proches de ceux d'un syndrome grippal. De la fièvre, de la toux, des maux de gorge, des difficultés respiratoires, des douleurs musculaires et de la fatigue. Il semble aussi qu'un nombre important de personnes développent des formes très légères, comme un simple rhume, ou des formes asymptomatiques de la maladie, ce qui rend très difficile, pour ne pas dire impossible, leur identification. Cet ensemble représente environ 80% des malades étudiés. Pour les 20% qui restent,
15% des cas concernent des formes sévères, pneumonie, difficulté à respirer, et près de 5% atteignent un état critique, marqué par une insuffisance respiratoire ou rénale, un choc septique ou même un syndrome de défaillance multiviscérale. Dans ces deux cas, l'hospitalisation est obligatoire. Maintenant, mettons ces chiffres en perspective. Combien de Français lors de l'hiver 2018, c'est-à-dire la dernière année avant l'apparition du Covid-19, ont été une fois malades des voies aériennes supérieures en présentant un syndrome du type de celui observé chez les porteurs légèrement symptomatiques du coronavirus? Réponse : 10 millions. Qu'est-ce que cela signifie ? Tout simplement qu'au seul examen clinique, il est impossible de distinguer les porteurs du virus Covid-19 d'une masse de plusieurs millions de Français. Dans ces conditions, comment identifier les porteurs du virus ? En l'absence de signes cliniques clairement distinctifs, il n'existe qu'un seul moyen d'identifier les porteurs du virus : le test de dépistage. Les premiers tests de dépistage ont été mis sur le marché dès la fin du mois de janvier en Corée et en Allemagne, puis en Chine. Plus d'1 million de personnes ont été testées dans le monde à l'heure où je vous parle. C'est beaucoup et peu à la fois, car manifestement le nombre de tests de dépistage disponibles est insuffisant pour traiter tout le monde. Il faut donc faire un tri en fonction du risque de contamination que fait courir le sujet que l'on va tester. Ce que je vais vous dire maintenant est primordial. Il faut savoir que le dépistage est d'autant plus pertinent que les malades présentent peu de signes de la maladie. Vous allez comprendre pourquoi. À l'heure actuelle, il n'existe aucun remède contre le coronavirus. Les malades guérissent d'eux-mêmes ou meurent. L'hospitalisation sert uniquement à ralentir la progression de la maladie, de manière à laisser au corps le temps de produire sa propre immunité. La seule chose que l'hôpital peut faire, c'est traiter les symptômes. De plus, à l'hôpital, si un malade est très contagieux, il ne contamine quasiment personne. Tout simplement parce qu'il est isolé et n'a de contact qu'avec des personnes très protégées. Dans ces conditions, il importe peu de savoir si un malade présentant des symptômes aigus est réellement ou non porteur du Covid-19. Qu'il le soit réellement ou qu'il soit uniquement fortement suspecté de l'être, revient strictement au même. En revanche, il est essentiel pour un porteur sain ou faiblement symptomatique de savoir s'il est porteur du virus ou non. Par exemple, si vous vous croyez victime d'une simple rhinopharyngite, puis subitement vous apprenez que vous êtes porteur du Covid-19, que faites-vous ? Eh bien, vous allez radicalement changer de comportement dans la vie quotidienne. Vous allez tout faire pour éviter de transmettre le virus, notamment à vos proches et à vos collègues de travail. Bref, le fait d'avoir conscience de votre propre pouvoir de contamination alors que rien ne vous laissait le suspecter va avoir un impact radical sur la vitesse de propagation du virus. De ceci, il en découle que face à la pandémie de coronavirus, il fallait dès le départ mettre en place une stratégie de dépistage au maximum des possibilités, en partant des personnes les moins lourdement symptomatiques, c'est-à-dire non hospitalisées. Un autre avantage non négligeable de l'usage des tests auprès de l'ensemble de la population, c'est que ça vous permet de dessiner une cartographie de la progression du virus et d'identifier plus rapidement l'apparition des clusters. La Corée a procédé gratuitement, je précise, à 330 000 tests à la date du 20 mars, sur des échantillons représentatifs de la population urbaine, soit 10 fois plus qu'en France, où les tests ont été réservés aux cas les plus graves en milieu hospitalier, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Sur cette question des tests,
L'OMS a pris du retard à l'allumage, mais finalement le 19 mars, son directeur général a déclaré en conférence de presse, je cite, « Testez, testez, testez. Comment pouvez-vous endiguer cette maladie si vous ne savez pas qui est malade ?» Fin de citation. À défaut de pouvoir dépister tous les porteurs du virus, faute de kits suffisants, on peut aussi essayer de réduire leur capacité à répandre la maladie à leur insu. C'est ici qu'intervient la question du masque. Sans entrer dans les détails techniques, il faut savoir que le masque est beaucoup plus efficace pour empêcher de transmettre la maladie que pour éviter d'être soi-même contaminé. Ce qui ne veut pas dire, dans ce dernier cas, que son efficacité soit nulle. Cependant, ne sachant pas qui est malade, on est bien obligé de ratisser le plus largement possible. Rendre le port du masque obligatoire pour tout le monde serait la solution idéale, mais les capacités de production sont insuffisantes. Rendre le port du masque obligatoire pour les 15% de la population les plus exposés est en revanche possible, à condition de mobiliser les usines dès le déclenchement de l'épidémie. En Corée, au Japon et à Taïwan, le port du masque par l'immense majorité de la population a été spontané et n'a pas créé de pénurie, car l'État avait d'emblée fait main basse sur les stocks et les producteurs sur réquisition ont dû tourner à plein régime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En France, la population a tout simplement été incitée à ne pas porter le masque, ce qui est ni plus ni moins qu'un crime sanitaire de masse. Mais ce qui est absolument essentiel à comprendre, c'est que le confinement de toute la population ne fait pas du tout partie du protocole de lutte contre une épidémie. C'est même tout le contraire. Le but de ce protocole est justement d'éviter d'avoir à confiner le pays entier. Le confinement général est l'arme nucléaire de l'épidémiologiste, l'arme en dernier ressort. Elle sanctionne un échec dans le combat contre l'épidémie. Penser qu'Emmanuel Macron fait du bon travail en confinant tous les Français est totalement absurde. Au contraire, c'est la preuve qu'il a failli. La Chine a dû confiner tout le pays parce que tout au début de l'épidémie, elle a sciemment refusé de voir ce qui se passait réellement à Wuhan. Le Japon, la Corée et Taïwan n'ont pas eu à confiner tout le pays. En résumé, la réponse optimale à la pandémie du coronavirus est une combinaison de 3 choses. Premièrement, confiner les clusters et, si besoin, établir un protocole de quarantaine aux frontières. Deuxièmement, dépister et encore dépister au maximum des possibilités industrielles. Troisièmement, imposer à la population un comportement hygiénique draconien avec port du masque obligatoire pour toutes les personnes présentant le moindre signe clinique d'une maladie des voies aériennes supérieures. Ces 3 principes ont été appliqués scrupuleusement par les pays asiatiques. L'Allemagne, elle, n'a respecté que le second. La France n'en a respecté aucun. Comment expliquer ce désastre, car c'est bien un désastre? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le meilleur système de santé du monde n'est en fait qu'un champ de ruines. La crise du coronavirus a en effet révélé à travers la pénurie de masques, la pénurie de tests et la pénurie d'équipements de réanimation, sans parler de la pénurie de lits, les ravages de la politique d'austérité menée depuis 30 ans uniquement pour se conformer aux fameux critères de Maastricht. À titre d'exemple, le Japon compte 7 lits en soins intensifs pour 1000 habitants. L'Allemagne, 6. La Lituanie, vous vous rendez compte? 5,5. Et la France, seulement 3.
Quant à l'Italie, le chiffre est de 2,6 et en Espagne c'est pire encore, 2,4. L'explication sur la différence criante du nombre de morts est là et pas ailleurs. La seconde, c'est l'obsession d'une Europe sans frontières qui confine à la démence, oui je dis bien la démence qui habite nos gouvernements. Si le sous-équipement des hôpitaux est imputable à la gauche comme à la droite, c'est bien l'Europe qui est responsable du maintien obsessionnel des frontières grandes ouvertes tout au long de la crise. Mais le pire dans tout ça, ce ne sont pas les erreurs commises, ce sont les mensonges et la dissimulation de la vérité. Pendant des semaines, Emmanuel Macron en personne, ou par la voix de son gouvernement et des médias complaisants, n'a cessé de rabâcher que la fermeture des frontières ne servait à rien, au point de dire cette énormité, à savoir que le virus ne connaissait pas de frontières. Alors que le simple bon sens nous enseigne que le virus est porté par des êtres humains et les humains ne traversent pas les frontières incognito quand on se donne la peine de les contrôler. Pendant des semaines, on n'a cessé de rabâcher que le port du masque par des personnes non malades ne servait à rien, alors que c'est archi faux, ne serait-ce que parce que l'immense majorité des sujets contagieux ignorent leur état. Nous savons maintenant que ce mensonge n'était qu'un écran de fumée pour occulter le fait que le stock stratégique de 1 milliard de masques constitué par Madame Bachelot après la crise du SARS avait été proprement dilapidé sous la gestion de François Hollande et de sa ministre, Madame Marisol Touraine. Enfin, et là c'est bien le corps médical qui est coupable, les tests ont été réservés pour l'hôpital juste pour vérifier la présence du virus chez des malades déjà confinés, ce qui est une absurdité totale. Et tout ça pourquoi ? Parce que les chefs de service ne supportaient pas que le SAMU et les médecins de ville puissent en priorité bénéficier de cet outil tout neuf. Je le répète encore, le confinement d'un État entier n'est pas dans le protocole de lutte contre une épidémie, c'est la sanction d'un échec terrible, un échec ici impardonnable, parce que la France a failli sur tout, alors que, circonstance aggravante, elle n'était qu'en deuxième ligne sur le front de la bataille contre le coronavirus, elle était donc prévenue.